La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 9, suite. Il ne faut pas que le tyran se montre d'un difficile accès. Toutefois, son abord doit être grave pour inspirer non la crainte mais le respect. La chose est du reste fort délicate, car le tyran est toujours bien près d'être méprisé, mais pour provoquer le respect, il doit, même en faisant peu de cas des autres talents, tenir beaucoup au talent politique et se faire à cet égard une réputation inattaquable. De plus, qu'il se garde bien lui-même, qu'il empêche soigneusement tous ceux qui l'entourent d'insulter jamais la jeunesse de l'un ou l'autre sexe. Que les femmes dont il dispose montrent la même réserve avec les autres femmes, car les querelles féminines ont perdu plus d'une tyrannie. S'il aime le plaisir, qu'il ne s'y livre jamais comme le font certains tyrans de notre époque, qui, non contents de se plonger dans les jouissances dès le soleil levé et pendant plusieurs jours de suite, veulent encore étaler leur licence sous les yeux de tous les citoyens, auxquels ils prétendent faire admirer ainsi leur bonheur et leur félicité. C'est en ceci surtout que le tyran doit user de modération. Et s'il ne le peut, qu'il sache au moins se dérober au regard de la foule. L'homme qu'on surprend sans peine et qu'on méprise, ce n'est point l'homme tempérant et sobre, c'est l'homme ivre, ce n'est point celui qui veille, c'est celui qui dort. Le tyran prendra le contre-pied de toutes ces vieilles maximes qu'on dit à l'usage de la tyrannie. Il faut qu'il embellisse la ville comme s'il en était l'administrateur et non le maître. Surtout qu'il affiche avec le plus grand soin une piété exemplaire. On ne redoute pas autant l'injustice de la part d'un homme qu'on croit religieusement livré à tous ses devoirs envers les dieux, et l'on ose moins conspirer contre lui, parce qu'on lui suppose le ciel même pour allié. Il faut toutefois que le tyran se garde de pousser les apparences jusqu'à une ridicule superstition. Quand un citoyen se distingue par quelque belle action, il faut le combler de tant d'honneur qu'il ne pense pas pouvoir en obtenir davantage d'un peuple indépendant. Le tyran répartira en personne les récompenses de ce genre et laissera aux magistrats inférieurs et aux tribunaux le soin des châtiments. Tout gouvernement monarchique, quel qu'il soit, doit se garder d'accroître outre mesure la puissance d'un individu. Ou si la chose est inévitable, il faut alors prodiguer les mêmes dignités à plusieurs autres. C'est le moyen de les maintenir mutuellement. S'il faut nécessairement créer une de ces brillantes fortunes, que le tyran ne s'adresse pas du moins à un homme audacieux. Car un cœur rempli d'audace est toujours prêt à tout entreprendre. Et s'il faut renverser quelque haute influence, qu'il y procède par degrés, et qu'il ait soin de ne point détruire d'un seul coup les fondements sur lesquels elle repose. Que le tyran, en ne se permettant jamais d'outrage d'aucun genre, en évite deux surtout. C'est de porter la main sur qui que ce soit et d'insulter la jeunesse. Cette circonspection est particulièrement nécessaire à l'égard des cœurs nobles et fiers. Les âmes cupides souffrent impatiemment qu'on les froisse dans leurs intérêts d'argent. Mais les âmes fières et honnêtes souffrent bien davantage d'une atteinte portée à leur honneur. De deux choses l'une, ou il faut renoncer à toute vengeance contre des hommes de ce caractère, ou bien les punitions qu'on leur inflige doivent sembler toutes paternelles et non le résultat du mépris. Si le tyran a quelque relation avec la jeunesse, il faut qu'il paraisse ne céder qu'à sa passion, et non point abuser de son pouvoir. En général, dès qu'il peut y avoir apparence de déshonneur, il faut que la réparation l'emporte de beaucoup sur l'offense. Parmi les ennemis qui en veulent à la personne même du tyran, ceux-là sont les plus dangereux et les plus difficiles à surveiller, qui ne tiennent point à leur vie pourvu qu'ils aient la sienne. Aussi faut-il se garder avec la plus grande attention des hommes qui se croient insultés dans leur personne ou dans celle de gens qui leur sont chers. Quand on conspire par ressentiment, on ne s'épargne pas soi-même, et ainsi que le dit Héraclite, le ressentiment est bien difficile à combattre
car il met sa vie à l'enjeu. Comme l'État se compose toujours de deux partis bien distincts, les pauvres et les riches, il faut persuader aux uns et aux autres qu'ils ne trouveront de garantie que dans le pouvoir et prévenir entre eux toute injustice mutuelle. Mais entre ces deux partis, le plus fort est toujours celui qu'il faut prendre pour instrument du pouvoir, afin que dans un cas extrême, le tyran ne soit pas forcé ou de donner la liberté aux esclaves ou d'enlever les armes aux citoyens. Ce parti suffit toujours à lui seul pour défendre l'autorité dont il est l'appui et pour lui assurer le triomphe contre ceux qui l'attaquent. Du reste, nous croyons qu'il serait inutile d'entrer dans de plus longs détails. L'objet essentiel est ici bien évident. Il faut que le tyran paraisse à ses sujets non point un despote, mais un administrateur, un roi. Non point un homme qui fait ses propres affaires, mais un homme qui administre celles des autres. Il faut que dans toute sa conduite, il recherche la modération et non pas les excès. Il faut qu'il admette dans sa société les citoyens distingués et qu'il s'attire par ses manières l'affection de la foule. Par là, il sera infailliblement sûr non seulement de rendre son autorité plus belle et plus aimable, parce que ses sujets seront meilleurs et non point avilis, et qu'il n'excitera ni haine ni crainte, mais encore, il rendra son autorité plus durable. En un mot, il faut qu'il se montre complètement vertueux, ou du moins vertueux à demi, et qu'il ne se montre jamais vicieux, ou du moins jamais autant qu'on peut l'être. Et cependant, malgré toutes ces précautions, les moins stables des gouvernements sont l'oligarchie et la tyrannie. La plus longue tyrannie a été celle d'Orthagoras et de ses descendants à Sicyone. Elle a duré 100 ans. C'est qu'ils surent habilement ménager leurs sujets et se soumettre eux-mêmes, en bien des choses, au joug de la loi. Clisthène évita le mépris par sa capacité militaire et il mit sans cesse tous ses soins à se concilier l'amour du peuple. Il alla même, dit-on, jusqu'à couronner de ses mains le juge qui avait prononcé contre lui en faveur de son antagoniste. Et si l'on en croit la tradition, la statue assise qui est dans la place publique est celle de ce juge indépendant. Pisistrate, dit-on, se laissa citer en justice devant l'Aréopage. La plus longue tyrannie est en second lieu celle des Cypsélides à Corinthe. Elle dura 73 ans et 6 mois. Cypsèle régna personnellement 30 ans, et Périandre 44. Psaméticus, fils de Gordius, régna 3 ans. Ce sont les mêmes causes qui maintinrent si longtemps la tyrannie de Cypsèle, car il était démagogue aussi, et durant tout son règne, il ne voulut jamais avoir de satellite. Périandre était un despote, mais un grand général. Il faut en troisième lieu, après ces deux premières tyrannies, celle des Pisistratides à Athènes, mais elle eut des intervalles. Pisistrate, durant sa puissance, fut forcé de prendre 2 fois la fuite, et en 33 ans, il n'en régna réellement que 17. Ses enfants en régnèrent 18, en tout 35 ans. Viennent ensuite les tyrannies d'Hiéron et de Gélon à Syracuse. Cette dernière ne fut pas longue, et à elles deux, elles durèrent 18 années. Gélon mourut dans la 8e année de son règne, et Hiéron régna 10 ans. Thrasybule fut renversé au bout du 11e mois. À tout prendre, la plupart des tyrannies n'ont eu qu'une très courte existence. Telles sont à peu près pour les gouvernements républicains et pour les monarchies toutes les causes de ruine qui les menacent, et tels sont les moyens de salut qui les maintiennent.